Aujourd'hui, on parle de prix du carbone, et quand je dis on, je veux dire Maxime, Rodolphe et moi. Et pas moi du coup. Si, toi aussi bien sûr. Eh ben, ça fait toujours plaisir quand ça vient du cœur comme ça. Bon, Rodolphe introduit le sujet. Qu'est-ce qu'une tarification du carbone? Quelles sont les émissions ciblées? Quels sont les avantages et les inconvénients? Maxime, de son côté, sort une vidéo sur les aspects philosophiques et normatifs d'une tarification carbone. Comment la concevoir de manière à ce qu'elle soit compatible avec la justice sociale et acceptable par les populations. Un prix du carbone génère-t-il forcément des inégalités? Celles-ci sont-elles toujours des injustices? Quelle serait la meilleure affectation des recettes d'une tarification du carbone? Et quant à nous, on va tenter de répondre à 3 questions. 1. N'y a-t-il pas déjà des tarifications du carbone en place dans le monde? Spoiler alert, la réponse est oui, on en a une en Europe, on en a même une complémentaire en France. Mais quelle forme prennent ces tarifications? Quels sont leurs niveaux? Comment sont-elles utilisées? On va essayer de faire le point. 2. À quoi bon s'auto-flageller avec un prix du carbone si nos partenaires commerciaux ne font pas la même chose? Comment mettre en place un prix du carbone tout en évitant que les entreprises s'en aillent produire dans des pays qui n'imposent pas une telle tarification? Et enfin, 3. Comment définir le bon niveau de prix? Existe-t-il des méthodes pour calculer la véritable valeur du carbone? Tout un programme. Alors, attention, cette vidéo est sacrément longue et dense. Donc, d'abord, chapitrage sur la barre de lecture et en description, tu commences à connaître. Mais surtout, résumé à la fin de la vidéo qui reprend tous les points importants. Il est tout à fait possible de commencer par ce résumé pour avoir une idée générale des enjeux et ensuite de sélectionner les chapitres en fonction de ce que tu veux creuser. Ok, chapitrage résumé, c'est noté, tu peux y aller. Je démarre tout de suite par une carte. Je t'affiche d'abord tous les pays qui réfléchissent à mettre en place une forme de tarification du carbone. Ensuite, je t'affiche les pays ou les États, coucou les États-Unis et le Canada, qui ont d'une manière ou d'une autre donné un prix au carbone. Ah ouais, c'est pas si mal, je m'attendais à pire. Il y a la Chine. Bon, il n'y a pas l'Inde, mais il y a toute l'Europe et un pouillème des États-Unis. Effectivement, c'est un pouillème. Les dispositifs de tarification du carbone aux États-Unis se décident au niveau des États et, comme tu l'as bien remarqué, seuls quelques-uns ont décidé de donner un prix aux émissions de CO2. Sur les 4,7 milliards de tonnes de CO2 émises aux États-Unis en 2020, seuls 0,3 milliards ont été payés. Ça représente 7% du total. C'est marrant parce que à la fois, il n'y a pas beaucoup d'États, à la fois, il y a quand même toute la côte Est, là où il y a New York, Boston, Washington, Philadelphie. Puis il y a aussi la Californie avec Los Angeles. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas beaucoup d'États, mais il y a quand même une bonne partie des plus peuplés, donc sûrement aussi des plus polluants. Alors oui, mais 3 choses. D'abord, il y a 4 grands États dont la population atteint 20 millions de personnes aux États-Unis. La Californie et l'État de New York, mais aussi la Floride et le Texas. Qui, eux, n'ont pas de prix du carbone, ouais, ok. Également, les émissions de certains États sont indépendantes de la population, parce que celles-ci peuvent être causées par les industries. Par exemple, la Louisiane, 4,5 millions d'habitants, émet autant de CO2 que la Floride, 21 millions d'habitants. Le Dakota du Nord et le Wyoming, autour de 600 000 habitants, émettent autant que le Maryland, où on trouve 10 fois plus de monde. Et puis enfin, quand on donne un prix au carbone, ça concerne bien souvent que quelques secteurs d'activité bien ciblés. Ah, ok. C'est pas parce qu'il y a un prix que tout le carbone émis est nécessairement payé. Et non. Par exemple, en Europe, on a un mécanisme qui s'appelle Emission Trading System, ou ETS, qui oblige certains industriels à acheter tout ou partie de leurs émissions de CO2 sous forme de quotas carbone. Ces industriels, ce sont les centrales électriques, ainsi que les raffineries, les aciéries, toutes les usines qui produisent de l'aluminium, des métaux en général, du ciment, du verre, de la pâte à papier, de la céramique, du carton, des acides, bref, partout où le processus industriel émet du CO2, soit à cause de la réaction chimique, soit parce qu'il nécessite de brûler des combustibles fossiles. Et bah, du coup, si on cible toutes les industries qui émettent du CO2, on cible tout le monde, non? Non. D'abord, il y a un facteur taille qui joue. Une petite fonderie, par exemple, n'a pas besoin de quotas pour émettre du CO2. Seuls les sites d'une certaine taille sont impactés. Il faut que la puissance de l'installation dépasse 20 MW. Mais au-delà de ça, les secteurs clés qui sont exclus sont le transport, le bâtiment et l'agriculture. Les voitures et les camions qui émettent du CO2 pas taxés, enfin en tout cas pas taxés par l'Union européenne, pour l'instant, on y reviendra. Les vols internationaux qui démarrent ou terminent en Europe, pas taxés. Chauffer les bâtiments, sauf si c'est un chauffage électrique, pas taxé. Les émissions liées à la production agricole, pas taxées non plus. Ah merde! Pourquoi du coup?
Eh bien, grand privilège, j'invoque carrément le réveilleur pour répondre à ta question. On peut séparer les émissions par les sociétés humaines en 3 catégories. Le CO2 émis par la combustion de ressources fossiles et l'industrie, le CO2 émis par notre utilisation des terres et notamment la déforestation, et les autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote et gaz fluoré. Pour des raisons techniques et pratiques, les tarifications du carbone dans le monde ne couvrent en général que les émissions de CO2 dues à la combustion de ressources fossiles. Ces émissions constituent la majorité des émissions par les sociétés humaines et sont les plus faciles à quantifier. Il existe quelques mécanismes de tarification qui s'étendent à d'autres émissions que le CO2 issu des ressources fossiles. Par exemple, des émissions de protoxyde d'azote de l'industrie chimique en Europe. Donc le concept est généralisable, mais pour des raisons pratiques, c'est plus l'exception que la norme. Les émissions de l'agriculture sont essentiellement des émissions de méthane et de protoxyde d'azote qui sont dures à quantifier mais également dures à allouer aux produits finaux. C'est pour ça que ces émissions échappent pour l'instant aux approches de tarification du carbone. Ok, intéressant. Quoi qu'il en soit, tous ces secteurs exclus du système ETS représentent entre 60 et 65% des émissions en Europe. Dit autrement, le système ETS européen laisse passer 65% des émissions de gaz à effet de serre. Et encore, ça c'est sans compter les quotas distribués gratuitement. En réalité, c'est plutôt 75%. Des quotas distribués gratuitement, c'est quoi ça? Alors, on va plonger dans le fonctionnement du marché de quotas européen un peu plus loin, t'inquiète pas. Pour le moment, je voudrais simplement pointer du doigt que si 35% des émissions européennes sont ciblées par le système ETS, à cause des quotas gratuits, en réalité seulement 25% des émissions sont payées par les industriels, essentiellement les centrales électriques à combustible fossile. Ah ouais, donc les 3/4 des émissions ne sont pas concernées. Et non. Voici une visualisation intéressante qui te montre l'étendue de la tarification des émissions de CO2 par rapport aux émissions globales de gaz à effet de serre. Pour la lecture de ce graphique, le secteur énergétique, donc essentiellement la production d'électricité, représente 31% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ou 12,2 milliards de tonnes par an. 45% de ces 12,2 milliards de tonnes sont associés à un prix. Ce prix est fixé sur un marché de quotas et par une taxe carbone pour respectivement 36 et 9% des émissions de ce secteur. Ok, donc le gros secteur qui n'est pour le moment pas du tout impacté par un prix du carbone nulle part dans le monde, c'est l'agriculture. Sauf qu'ici, on regarde les émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalent CO2. Donc on a du CO2 plus du méthane plus du protoxyde d'azote, etc. Or on a dit que l'agriculture c'est surtout du méthane et du protoxyde d'azote. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai que c'est difficile d'allouer ça à un produit en particulier. Voilà. Il n'empêche que la part non tarifiée des émissions de l'énergie dépasse les émissions de l'agriculture. 6,7 milliards de tonnes d'équivalent CO2 contre 4,4 milliards. Même constat pour l'industrie, 6 milliards. Et le transport, 5,5 milliards. Ok, je vois. On a beau mettre un peu de prix pour les émissions de ces 3 secteurs, il reste encore en leur sein une majorité d'émissions qui échappent à un prix du carbone. C'est ça. Au final, si on exclut le méthane et le protoxyde d'azote, le monde a émis autour de 35 milliards de tonnes de CO2 en 2020. 22 milliards de tonnes ont été émises dans des pays qui bénéficient d'une forme de tarification du carbone, mais seulement 8,8 milliards de tonnes ont effectivement été associées à un prix. Sur cette carte, je t'affiche la partie des émissions de gaz à effet de serre associées à un prix versus celles qui ne le sont pas. On peut voir que dans les grands pays émetteurs qui n'ont pas encore de prix du carbone, on retrouve l'Inde, la Russie, l'Iran ou encore l'Arabie Saoudite. Mais alors, bon, ok, 25% du carbone est taxé dans le monde, un quart des émissions de CO2. Mais c'est taxé à combien? Eh bien, c'est le moment de passer à une autre visualisation. Sur l'axe des ordonnées, on va mettre le niveau de prix en dollars par tonne de CO2. Et puis sur l'axe des abscisses, on va indiquer la couverture de tarification par rapport aux émissions nationales. Donc, par exemple, les États-Unis ont un prix moyen du carbone de 24 $ par tonne, mais cette tarification ne couvre que 7% des émissions du pays. Ensuite, pour bien signifier que les États-Unis sont un énorme player dans le game, la taille de la bulle qui les représente est proportionnelle à la totalité des émissions du pays. Maintenant, voilà comment on peut placer la Chine sur ce graphique. Une tarification à 9 $ la tonne qui couvre 38% des émissions du pays. On peut également placer l'Union européenne, 87 $ la tonne qui couvre 41% des émissions des pays membres. Bon, je mets le détail pays par pays parce que c'est pas du tout homogène en Europe. Et puis, je rajoute le Canada, la Corée du Sud, le Japon, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Indonésie, le Royaume-Uni et tous les autres. Si tu veux la liste complète, tu as le lien de l'étude de 2021 dont je tire ça en description.
Attends, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est pas homogène entre les pays de l'UE là? La France est à 64 $ la tonne pour 56% de ses émissions de CO2. L'Allemagne c'est 62 $, 85% des émissions. Italie 87 $, mais que 34% des émissions couvertes. Espagne 82, 37. La Suède 109 $ et 77% des émissions couvertes. Pourquoi c'est différent partout là? Alors ça, c'est parce que chaque État européen est libre d'assortir le système ETS, donc les quotas carbone européens, d'une tarification complémentaire. Par exemple, en France, il y a une taxe carbone prélevée sur les carburants utilisés par les transports, ainsi que sur le fioul et le gaz. Cette taxe a été mise en place en 2014 à 7 € la tonne et elle est figée à 44,60 € depuis 2018. C'est sa réévaluation qui a mis le feu aux poudres, les gilets jaunes, fin 2018. Donc, à la fois, la France est plus à droite du graphique parce qu'avec sa taxe carbone, elle couvre une plus grande partie de ses émissions, mais à la fois, elle est plus vers le bas du graphique parce que le prix européen sur le marché de quotas, au moment de l'étude, donc en 2021, était à 87 $ la tonne, alors que la taxe française sur les carburants est bloquée à 45 € depuis le gel de la hausse prévue en 2018. Ah ouais, d'accord, intéressant. On a une taxe carbone sur le carburant, nous? Ouais. À 45 € la tonne, c'est énorme. C'est 26 € de moins que ce qui était prévu. La taxe devait atteindre 100 € en 2030, ce qui, si elle n'avait pas été gelée en 2018, l'aurait porté à 71 € en 2023. Mais oui, 44,60 €, c'est plutôt élevé, largement au-dessus des 2 malheureux dollars du Japon par exemple. Rapporté à un plein d'essence, ça représente entre 5 et 10% du prix. On a environ 2,3 kg de CO2 libérés quand on brûle un litre d'essence. Il faut donc en brûler 435 litres pour émettre une tonne de dioxyde de carbone, ce qui nous fait une taxe carbone à 10 centimes le litre. Sur un plein d'essence, à 50 litres, ça fait 5 € de taxe carbone. 10 centimes le litre, ouais, ok. Bon, c'est clairement pas négligeable pour certains ménages, ça je comprends bien, mais c'est vrai que c'est pas autant que ce que j'imaginais. En fait, il ne faut pas surestimer le poids d'une tarification carbone sur les prix. En France, en moyenne, sur les 10 dernières années, donc 2011-2021, on a émis 330 millions de tonnes de CO2 tous les ans. 435 millions si on tient compte du CO2 associé aux produits importés. Donc, en partant de ces chiffres, si chaque tonne émise était taxée à 100 €, ça représenterait 33 milliards d'euros. 43,5 milliards si on tenait compte des importations. Alors ça paraît énorme, mais le PIB français, donc la somme des dépenses en France, chaque année, c'est un truc comme 2400 milliards d'euros. Autrement dit, une taxe carbone à 100 € la tonne, je t'en parlerai un peu après, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qu'il faut faire pour que ça ait un impact important, n'augmenterait les prix que de 1,5% en moyenne. Évidemment, ce serait très inégal en fonction des produits. À 100 € la tonne, le litre d'essence prend 25 centimes, la tonne d'acier prend 200 €, la tonne de ciment prend 80 €, mais la place de ciné ou la coupe de cheveux n'augmenterait probablement pas ou très peu. Ah ouais, d'accord. À 100 € la tonne, les prix ne grimpent que de 1,5% en moyenne. Ouais, c'est vraiment plus bas que ce que j'avais en tête. Bon, enfin bon, les gilets jaunes se sont quand même révoltés pour 10 centimes le litre, alors... Alors, tu vas pas me faire le coup de caricaturer ce mouvement, quand même. La taxe a été la goutte d'eau, mais il y avait aussi beaucoup d'autres problèmes. En plus, le gouvernement ne s'est jamais trop soucié d'essayer de compenser les effets inégalitaires de cette taxe carbone. Philoxine peut en parler. Ouais, en gros, une taxe carbone a généralement un effet régressif, dans le sens où elle pèse plus lourd sous les revenus des plus pauvres que sur ceux des plus riches. Donc il y a un vrai problème parce que d'un côté, on veut garder l'effet d'incitation généré par la taxe, et de l'autre, ça a pour effet d'augmenter les inégalités. Mais comme j'explique dans ma vidéo, c'est pas un problème fatal, parce qu'un système de tarification du carbone, ça génère des recettes, et donc pour compenser l'impact régressif d'une taxe carbone, il suffirait de redistribuer toute ou partie des recettes de la taxe aux citoyens. On peut faire ça ou bien par des aides ciblées, ou bien par un revenu climatique universel, comme le font la Suisse, l'Autriche et certaines provinces canadiennes. Et je discute les avantages et les inconvénients de ces deux approches dans ma vidéo. Mais alors du coup, c'est plié, non? Il suffit de redistribuer aux citoyens et pouf, la taxe carbone devient populaire. Oh que non! Même si on arrive à une mesure qui ne crée pas trop d'injustice, il faut encore qu'elle paraisse acceptable pour la population. Par exemple, si les recettes sont redistribuées à tous les citoyens via un revenu climatique universel, s'arranger pour que ce soit bien clair pour tout le monde, par exemple en envoyant un courrier indiquant clairement le montant reçu l'année écoulée, comme ils le font en Suisse. Mais le truc avec l'acceptabilité politique, c'est que ça dépend très fortement du contexte particulier dans chaque pays. Et on remarque que les systèmes de tarification du carbone sont mieux acceptés dans les pays avec la plus forte confiance dans les institutions publiques. Si vous êtes par hasard dans un pays dans lequel la défiance est plutôt élevée, comme disons la France ou la Belgique,
Il faut davantage donner de garanties à la population. Et une possibilité pour répondre à cette défiance, et notamment à la crainte que la taxe carbone soit juste un prétexte pour lever des sous, ce serait de créer un mécanisme à part pour garantir l'affectation des recettes à certaines utilisations, comme la redistribution, le financement de la transition écologique, etc. Ah ouais, ce serait possible de faire ça. Moi, je croyais que toutes les taxes tombaient directement dans le budget de l'État. Alors non, on prend l'Unédic par exemple, qui verse les allocations chômage. C'est une association loi 1901 financée essentiellement par de la CSG et des cotisations patronales. L'Unédic, c'est pas l'État, elle a un compte bien à elle qui permet de suivre précisément ses dépenses. Et en Belgique, ce sont même les syndicats qui jouent le rôle de caisse de paiement des allocations de chômage. Bon, ça vient de raisons historiques, et aussi parce que, vous le savez, en Belgique, on aime la simplicité. En fait, il est tout à fait possible d'imaginer une caisse de redistribution de carbone dont les dépenses pourraient être suivies à l'euro près. On pourrait savoir précisément comment sont investis ou redistribués les revenus issus de la taxe. Oh. Et pourquoi on fait pas ça? Aucune idée. Peut-être parce que c'est plus simple de ne pas créer une nouvelle institution. Bref, revenons-en à mon graphique à bulles. On voit très nettement que les États-Unis et la Chine sont les grands retardataires de ce schéma. Le pays le plus riche au monde et le pays le plus émetteur au monde sont loin d'être à la pointe en termes de tarification du carbone. Il y a des mécanismes en place, mais aux US, la couverture et le prix sont faibles, et en Chine, c'est surtout le prix qui est vraiment faible. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu injuste de mettre les États-Unis et la Chine sur un pied d'égalité? Je veux dire, la Chine est quand même carrément moins riche que les US. S'il y a bien un pays qui peut se permettre un prix du carbone, c'est d'abord les US, non? Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que 9 $ pour la Chine, si ça se trouve, c'est énorme. Il y a des différences de pouvoir d'achat dont il faut tenir compte, non? 9 $ pour un Américain, c'est à peine un burger, mais 9 $ pour un Chinois, c'est plus qu'un burger, sûrement. Alors, très bonne remarque, plusieurs choses à dire. 1. Quoi qu'on fasse, faut pas oublier les inégalités de richesse au sein des pays qu'on regarde. Ces inégalités ne sont pas représentées là, mais c'est un paramètre très important. L'Amérique du Nord est riche, mais tout le monde n'est pas riche en Amérique du Nord. 2. On peut effectivement corriger les montants de tarification que je te montre là d'un coefficient de pouvoir d'achat moyen. Encore les inégalités au sein des pays dont on ne tient pas compte. Ce qui rapproche effectivement la Chine des États-Unis et aussi fait exploser la constellation européenne. Mais dans l'ensemble, le message ne change pas vraiment. Les États-Unis sont très en retard, la Chine devrait faire plus, tout comme le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, l'Indonésie, etc. Tiens, mais alors, elle est où l'Inde là-dedans? Plus d'1 milliard de personnes, il y a plein de développements, ils émettent sûrement beaucoup de CO2, on devrait les voir. Et bien alors, t'as déjà oublié? L'Inde est invisible parce qu'elle n'a pas encore, même si c'est en test dans une de ces régions, de système de tarification du carbone. Tout comme la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Brésil, la Turquie et l'Australie. Il y a beaucoup d'autres pays concernés, mais si les 7 que je viens d'énoncer se lançaient, les pays ayant une forme de tarification du carbone seraient responsables de, au lieu des 66% actuels, plus de 90% des émissions mondiales. Ah ouais, la Russie, eh ben, bon courage pour que Poutine mette un prix sur le carbone. Bon, au final, on a 66% des émissions mondiales de CO2 reliées à des pays qui ont mis en place un mécanisme de tarification carbone. Mais, comme ces mécanismes ne concernent pas tous les secteurs de l'économie, on se retrouve avec seulement 25% des émissions mondiales de CO2 couvertes par un prix. Et surtout, le niveau moyen de ce prix n'est que de 5,60 $. 7,14 $ en ajustant sur le pouvoir d'achat de chaque pays. Donc voilà, ça reste très très bas. Parce que le bon prix, ce serait quoi? T'as parlé de 100 $ tout à l'heure, mais tu trouves ça comment? Ok, quelles sont les méthodes pour trouver le prix du carbone? La première consiste à essayer d'évaluer l'effort économique associé aux investissements pour la neutralité carbone. L'idée, c'est de se dire que, comme la lutte contre le réchauffement climatique correspond à une forme de privation de richesse, en tout cas telles qu'elles sont mesurées actuellement, ni les entreprises ni les consommateurs ne choisiront volontairement de lutter contre le réchauffement climatique. Il faut les y forcer, d'où l'idée d'un prix du carbone. Celui-ci doit être suffisamment élevé pour que le scénario de lutte contre le réchauffement climatique devienne plus intéressant que celui du business as usual. Attends, pourquoi ce serait une privation de richesse de lutter contre le réchauffement climatique? Au contraire, ça crée de l'activité économique. Il y a tellement de trucs à faire, les éoliennes, les chemins de fer à construire, isoler les bâtiments, inventer les nouvelles façons de vivre en ville et à la campagne, de nouvelles manières de faire, je sais pas moi, de l'agriculture, c'est sans fin tellement il y a de trucs à faire. Ok, alors, oui, tu as raison, mais
C'est une activité économique orientée vers l'investissement plutôt que vers la consommation. Utiliser des ressources économiques, notamment en partie fossiles, pour construire des infrastructures non fossiles, c'est choisir de ne pas les utiliser pour fabriquer des vêtements, des téléphones portables, des meubles, de la nourriture et même différents services. Une économie tournée vers plus d'investissement, c'est une économie moins tournée vers la consommation. En fonction de comment ce moins de consommation se répartit, la population peut le sentir passer plus ou moins fortement. Ok, je vois. Et remplacer la consommation par de l'investissement, ça générerait moins de PIB? Eh bien, c'est super difficile à dire. En général, les économistes essaient de regarder des trajectoires de PIB. Tu démarres par un scénario sans aucun investissement dans la transition énergétique. Ça va dépendre des hypothèses du modèle, mais en général, ce scénario neutre donne la meilleure trajectoire de PIB possible, parce que le marché est supposé allouer les ressources de manière efficace. Ensuite, tu imagines différents scénarios de transition dans lesquels tu vas répartir dans le temps le poids des investissements nécessaires à l'atteinte de ton objectif climatique. Soit beaucoup d'investissements dès le début, puis de moins en moins, ou alors des investissements à peu près constants, ou alors des investissements de plus en plus importants. À chaque fois, tu obtiens des trajectoires de PIB que tu vas comparer au scénario neutre. Théoriquement, tu vises le scénario qui s'éloigne le moins possible de celui de référence, donc celui qui coûte le moins cher. Pourquoi théoriquement? Parce que tu pourrais te fixer d'autres contraintes. Par exemple, tu pourrais dire que le meilleur scénario ne doit jamais faire descendre le PIB trop bas. Parce que forcément, comme tu raisonnes sur une trajectoire, les personnes qui subissent le PIB bas ne sont pas forcément les mêmes que celles qui feront l'expérience du PIB élevé. Ah oui, oula, ça se complique. Bon, mais tu vois l'idée. Dans l'ensemble, la première méthode consiste à se fixer un objectif d'émission de gaz à effet de serre. Par exemple, en Europe, on cherche à être neutre en carbone d'ici 2050, puis à imaginer différents scénarios d'investissement permettant d'atteindre l'objectif. Comme ces investissements ne sont pas provoqués naturellement par la libre allocation des ressources par le marché, et parce que le marché est considéré par hypothèse comme celui qui produit la meilleure trajectoire de PIB, eh bien on se retrouve à devoir forcer le marché à agir. Une fois qu'on connaît le scénario d'investissement qui nous semble optimal en fonction de différents critères, le modèle nous dit à quel point il faut forcer le marché pour atteindre l'objectif. Ce niveau de forçage sur le marché correspond à un prix, le prix de la tonne d'équivalent carbone. Ok, parce que si tu veux forcer le marché à faire vert plutôt que brun, tu dois lui faire comprendre en faisant en sorte que le brun soit plus cher que le vert. Donc, gros forçage égale gros prix pour le carbone. C'est ça. Et attention à bien comprendre qu'avec ce genre de modèle, on parle de scénario ou d'évaluation et surtout pas de prédiction. On ne sait pas prédire le PIB. On utilise une méthode calculatoire pour trouver un prix qui nous semble cohérent avec ce qu'on sait et qu'on croit savoir du fonctionnement de l'économie. Pour te donner un exemple de la complexité de l'exercice, mettre un prix du carbone très élevé dès aujourd'hui provoquerait sûrement une forme de récession économique. Les gens auraient du mal à se chauffer, à se déplacer, les industriels auraient du mal à vendre certains de leurs produits. D'un autre côté, un prix du carbone envoie un signal aux entreprises. Faites de la recherche et développement pour réduire vos émissions. Ça, c'est positif parce que la R&D, ça mène à des découvertes qui font baisser les coûts de déploiement des différentes technologies dont on a besoin. Ça veut donc dire des coûts d'investissement plus bas et donc plus de ressources à allouer à de la consommation. Et ça nous rapproche du scénario neutre. Ouais, ok, d'accord. En fait, le prix joue dans les deux équipes, quoi. Il te freine momentanément, mais il te permet d'être plus efficace pour le PIB de demain. Ouais. J'imagine même pas à quel point ça doit être chaud de modéliser ça. Sachant qu'en plus, il y a une histoire de temporalité. Est-ce qu'un euro de PIB généré aujourd'hui, c'est similaire à 1 euro de PIB généré demain? Est-ce que 1 euro de demain, c'est pas moins bien qu'un euro d'aujourd'hui? Et si oui, comment on mesure cet effet? Ah oui, ça c'est le taux d'actualité de je sais plus quoi là. D'actualisation. Yes, taux d'actualisation. On va en parler un peu plus loin. Bon, tout ça pour dire que l'exercice de modélisation est à prendre avec beaucoup de pincettes. Quoi qu'il en soit, cette méthode, on essaie de trouver le scénario qui sacrifie le moins de PIB, est appelée coût-efficacité. On cherche le scénario le plus efficace d'un point de vue coût. Coût pris dans le sens de PIB sacrifié par rapport à une trajectoire de référence. Ok, d'accord. Donc, on commence par se fixer un objectif de réchauffement climatique et ensuite, en fonction de la quantité de gaz à effet de serre qu'on s'autorise à émettre, on estime la quantité de PIB
sacrifiés par cet empêchement. Ce qui nous donne le prix du carbone. C'est ça, c'est la première méthode. Ok, donc forcément, si ça c'était la première méthode, on se doute qu'il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode, celle qui a valu à Nordhaus son prix Nobel d'économie de 2018 et dont on a déjà parlé dans cette vidéo, consiste à cumuler deux approches. D'un côté, on parle de PIB sacrifié par les investissements pour la neutralité carbone, comme dans la méthode précédente donc. Voilà. Mais de l'autre, on parle aussi de PIB détruit ou empêché par les effets du réchauffement climatique, par les dommages causés par le réchauffement climatique sur le PIB. Ah, donc tu regardes à quel point les investissements sacrifient du PIB, mais tu regardes aussi à quel point le réchauffement climatique lui-même détruit du PIB. Et tu vises le compromis entre les deux. Lutter vite et fort contre le réchauffement climatique pourrait coûter plus cher en PIB sacrifié par les investissements par rapport au PIB qui aurait été détruit par le réchauffement climatique si on n'avait pas investi. Inversement, lutter lentement et faiblement contre les émissions de gaz à effet de serre sacrifierait peu de PIB sur l'autel des investissements, mais les dégâts causés par le réchauffement climatique induit coûteraient probablement bien plus de PIB. Et donc, tu vises l'équilibre entre les deux. Il faut chercher à sacrifier autant de PIB par les investissements que de PIB détruit par le réchauffement climatique si on n'avait pas fait les investissements. Voilà. D'où le fait que cette approche puisse recommander de viser un réchauffement climatique de 4 degrés comme l'a fait Nordhaus à un moment. Si on estime que les dégâts du réchauffement climatique sur les PIB sont faibles et que par contre le PIB sacrifié par les investissements est important, le modèle peut nous autoriser à viser un réchauffement climatique largement supérieur à 2 degrés. Ah mais oui, c'est vrai que c'est ça ce modèle de ouf. Tu choisis pas l'objectif. Ce sont les paramètres du modèle qui déterminent le réchauffement climatique optimal. C'est ça. Sauf qu'on a vu à quel point la partie PIB sacrifiée par les investissements est à prendre avec des pincettes. Ce sont des scénarios, pas des prévisions. Et c'est pareil pour la partie effets positifs et négatifs du réchauffement climatique sur le PIB. Ah ouais, on cherche à modéliser les effets positifs aussi. Oui, on cherche à modéliser les effets du réchauffement climatique qui ne se voient pas dans les prix. Donc il peut y avoir du positif et bien sûr du négatif. Et le résultat de cet exercice nous donne le coût social du carbone. On dit aussi le coût des externalités du réchauffement climatique ou encore la fonction de dommage du réchauffement climatique. Tous ces termes sont à peu près synonymes. Et bien sûr, donc, toute cette modélisation est à prendre avec des pincettes. Il y a une multitude d'inconnus et de choix politiques même qui doivent d'abord être éclairés avant que le modèle puisse nous fournir une solution. Par exemple, la forme que pourrait prendre la fonction de dommage du réchauffement climatique sur le PIB est multiple. On peut la voir comme une simple exponentielle, plus ou moins rapide, mais certains pensent aussi qu'elle pourrait avoir une ou plusieurs cassures, les fameux points de bascule ou tipping points. Des points de bascule, t'as des exemples ? Oui, des écosystèmes jusque-là résilients qui, alors qu'ils jouent un rôle important pour nos activités économiques, s'effondreraient d'un coup, provoquant ainsi une cassure. Ah, ok, je vois. Comme je te l'ai dit, la première méthode est dite coût-efficacité. Dans le but d'atteindre un objectif prédéterminé, par exemple un réchauffement climatique de 2 degrés d'ici la fin du siècle, on va imaginer plusieurs scénarios de limitation des émissions, donc plusieurs scénarios d'investissement qui vont donner lieu à plusieurs trajectoires de déviation de PIB par rapport à une référence. Et il s'agira de choisir le plan d'action qui semble le plus efficace. Et ici, le point important, c'est que le plan le plus efficace n'est pas nécessairement celui qui renvoie au moindre sacrifice de PIB. L'intérêt de l'approche coût-efficacité, c'est qu'elle ne cherche pas à tout transformer en valeur monétaire. L'efficacité se mesure à la lumière de plusieurs indicateurs. Par exemple, chaque scénario peut afficher des valeurs différentes de PIB, d'espérance de vie moyenne et d'inégalité au sein de la population. Le scénario le plus efficace serait celui qui remplit les critères d'efficacité retenus par le pouvoir politique. Au moins un certain niveau de PIB, d'espérance de vie moyenne et d'égalité dans la population. Ok, le plus efficace n'est pas forcément celui qui nous enlève le moins de PIB et du coup la définition de l'efficacité reste un choix politique. Parfait. La deuxième méthode est dite coût-bénéfice. On veut faire en sorte que le PIB sacrifié par les investissements corresponde pile poil au PIB que le réchauffement climatique aurait détruit si on l'avait laissé faire. Cette deuxième approche rajoute de nombreuses incertitudes puisqu'elle demande, en plus de l'évaluation du PIB sacrifié par les investissements, d'estimer la fonction de dommage du réchauffement climatique sur le PIB. Mais la principale critique de cette deuxième approche, c'est de ne laisser que très peu de place aux normatifs.
Avec la méthode coût-efficacité, on choisit le niveau de réchauffement climatique qu'on veut atteindre. Et la question de ce qui est considéré comme efficace se pose. On a dit que plusieurs critères pouvaient entrer en ligne de compte. Avec la méthode coût-bénéfice, tout se résume à un calcul monétaire. On ne se laisse même pas le choix du niveau de réchauffement climatique à atteindre. Le modèle est supposé correspondre à un véritable raisonnement rationnel d'un point de vue économique. Privation par l'investissement égale dégâts évités. Et en fait, la différence entre ces approches coût-bénéfice et coût-efficacité recouvre le débat classique en éthique entre deux approches. D'une part, les approches conséquentialistes ou utilitaristes, qui n'auront aucun problème à mettre en balance d'un côté des pertes de vies humaines, des famines ou de la misère, avec de l'autre côté des meubles Ikea, des télés ou des vêtements plus nombreux ou meilleur marché, et donc des approches qui nous conduisent à réfléchir en termes d'analyse coût-bénéfice à la Nordhaus, et de l'autre des approches plus déontologistes, attachées à la protection des droits humains comme seuils moraux, qui vont tendre davantage vers une analyse coût-efficacité, avec des objectifs visant à éviter un réchauffement climatique dangereux, informé par les climatologues. Ok, bah dis donc, paye ton incertitude, hein. Avec ces deux méthodes, même si j'ai bien compris que la coût-bénéfice était pire, ça donne quand même un prix du carbone hyper méga incertain, non? Tout à fait. Même si ces deux méthodes admettent des marges de manœuvre dans les hypothèses choisies, les données utilisées ou même dans la définition de l'efficacité pour la méthode coût-efficacité, l'idée de donner un coût au carbone suppose de donner une seule et unique valeur monétaire à la perte de niveau de vie moyen subie par des milliards de gens dans le futur. Et là, tu as des choix structurants majeurs à faire. 1. Qui dit niveau de vie d'individus dans le futur dit pondération de l'importance du niveau de vie de ces gens-là par rapport au nôtre. Est-ce que 5% de niveau de vie en moins pour un bébé de 2050, ça a autant de valeur que 5% de niveau de vie en moins pour un bébé de 2023, 2024, 2025, etc. Question sans réponse évidente, c'est 100% un choix de société. La variable qui intègre ce dilemme moral s'appelle le taux d'actualisation. Et les débats sur la fixation de son niveau sont nombreux. Bon, je m'incruste encore, mais en fait, ces débats sur les taux d'actualisation, ce sont des débats sur la justice intergénérationnelle. Quelle est la juste répartition des coûts du dérèglement climatique et des politiques pour lutter contre ce dérèglement? Est-ce qu'on fait peser tous les coûts de la lutte à la génération actuelle, en cessant brusquement toute utilisation des ressources fossiles? Est-ce qu'on laisse tous les coûts des dérèglements aux générations futures en ne faisant rien? Ou bien quelque chose entre les deux, et où est-ce qu'on met le curseur? Deuxième choix clé pour donner un prix au carbone, que l'on parle de PIB sacrifié sur l'autel des investissements et ou de dommages du réchauffement climatique sur le PIB, on parle en définitive d'un impact économique pour des milliards de gens, présents et futurs, qui va se répartir de manière totalement inégale. Certains seront touchés plus que d'autres, riches versus pauvres, nord versus sud, etc. Pour trouver un unique prix du carbone, il faut donc additionner différentes intensités d'impact subies par différentes populations et choisir une méthode de pondération. Est-ce qu'on prend la médiane? Est-ce qu'on fait une moyenne? Est-ce qu'on la pondère d'une manière ou d'une autre? Ici encore, pas de réponse qui fasse consensus. Troisième choix, comment tenir compte du fait que nos calculs de coûts des investissements et de dommages ne sont en fait que des scénarios avec de potentielles grosses erreurs? Se projeter dans un monde qui ne s'interdit pas de consommer des ressources fossiles pour le comparer à un autre qui lui se fixe des limites afin d'en déduire des coûts d'investissement, on sent bien qu'on va faire de nombreuses hypothèses très incertaines. Idem pour la fonction de dommage, si on veut utiliser une méthode coût-bénéfice. On sait prédire le niveau de réchauffement climatique avec plus ou moins de certitude, mais quel impact aura-t-il réellement sur l'activité économique? Sans compter les débats sur la manière d'évaluer cette activité. Est-ce que le PIB est si pertinent? Bref, face à ces incertitudes, ne doit-on pas inclure des marges de sécurité dans les calculs? Par exemple, si on trouve qu'il faut appliquer un prix du carbone de 100 € la tonne, est-ce qu'on ne doit pas en fait majorer ce chiffre de 10% pour cause de potentiels impacts non prévus? Et pourquoi pas 20% ou même 100%? Ici encore, pas de réponse unique, simplement des choix moraux ou politiques. Ok, paye ton doigt mouillé. C'est pas le doigt mouillé qu'il faut critiquer, c'est pas comme si les scientifiques devaient améliorer leur méthode et nous fournir le véritable prix du carbone. Le doigt mouillé est inévitable quelque part, puisque le calcul englobe des choix de société. Le tout, c'est d'être au courant de ces choix normatifs et de s'interroger sur son accord avec ces derniers. Ça me fait penser à cette citation du philosophe Dale Jamieson qui dit « La science économique ne peut pas à elle seule nous dire ce qu'il faut faire face au changement climatique. Tous les calculs ne peuvent pas être effectués, et même s'ils pouvaient l'être, ils ne nous diraient pas ce que nous avons besoin de savoir. Dans le meilleur des cas, l'économie est une science et ne peut donc pas nous dire ce qu'il faut faire. Et dans le pire des cas, il s'agit d'une idéologie
une perspective normative qui se déguise en rapport sur la nature des choses. Ouais, enfin, faudra encore qu'on nous traduise les hypothèses des modèles en langage de tous les jours pour qu'on puisse décider si on est d'accord ou pas avec. Ah bah ça, on essaie modestement d'y contribuer, mais la production scientifique est tellement touffue et vaste. Bon, l'autre grande critique faite à cette histoire de prix du carbone, particulièrement quand elle s'insère dans une analyse coût-bénéfice avec une fonction de dommage, c'est qu'il est très difficile, voire totalement inapproprié en fait, de donner une valeur monétaire à un scénario. Le reproche consiste à dire que chaque scénario est une histoire potentielle de l'humanité, et donc que les scientifiques n'ont aucune légitimité pour donner des notes, des valeurs à ces différentes histoires. La disparition de la grande barrière de corail, des populations obligées de quitter leur région, voire leur pays, la perte d'activité des ouvriers du secteur du charbon, du pétrole ou du gaz, des modes de transport plus contraignants pour certains. Il s'agit d'histoires différentes. On ne peut pas les résumer à un simple nombre qui s'exprimerait en euros ou en dollars ou même dans n'importe quelle autre unité. On parle d'écosystème, on parle de la vie des gens. Il s'agit de raconter ces histoires pour que chacun puisse ensuite choisir ce qui lui semble être le plus important, le plus juste, le plus approprié. Oula, ah ouais. Ah ouais, effectivement, la réponse ne serait pas un calcul, mais plutôt différentes histoires à raconter, différents scénarios à narrer pour qu'on puisse ensuite se faire une idée et choisir. Exact. D'un autre côté, dans un monde de marché et de prix, où les questions de financement, d'endettement et de déficit sont les indicateurs de décision principaux, peut-on réellement se passer d'un prix du carbone ? À la fois l'exercice de tracer la courbe des coûts d'investissement, voire même de tracer la fonction de dommage, est impossible. Il est même aussi non démocratique si les hypothèses ne sont pas comprises et acceptées par le plus grand nombre. Et à la fois, si on ne le fait pas, le risque d'inaction est immense. Eh ben, tu parles d'un dilemme, bordel. À mon sens, il faut voir ces modèles comme des points de départ de l'action. Un modèle donne un ordre de grandeur de la valeur du carbone. Un pays ou une région applique la valeur proposée et navigue à vue à partir de là. Si le prix provoque une désorganisation trop importante du tissu économique, on baisse le prix. Si c'est l'inverse, le prix ne provoque aucun ou pas assez de changements notables, eh ben on le monte. Ouais, c'est vrai. Au final, peu importe les luttes de chapelle entre les modélisateurs, les hypothèses utilisées, les choix moraux, etc. Au final, ce qui compte, c'est de se saisir de l'outil et de voir ce que ça donne en application. On peut le voir comme ça. Cela dit, attention, l'autre gros problème de la solution du prix du carbone, c'est la croyance que celle-ci est une solution suffisante. Oui, j'en parle dans ma vidéo. S'il est à mon avis clair qu'une tarification du carbone est nécessaire, ce n'est pas suffisant pour autant. Et les spécialistes défendent plutôt des paquets de mesures politiques complémentaires. Une tarification du carbone est loin d'être le seul outil disponible. On a aussi les interdictions, comme celle des voitures thermiques en 2035, les réglementations, normes et standards qui structurent de nombreux secteurs. Sur le plan économique, on peut taxer mais aussi subventionner, comme on le fait sur les renouvelables, l'isolation des bâtiments ou les voitures électriques. Enfin, la sensibilisation, l'éducation, la formation et la recherche publique jouent également un rôle, bien que ce soit plus difficile à quantifier. Ok. Bon alors sinon, j'ai bien compris qu'il y avait plein de modèles, coût-efficacité, coût-bénéfice, et plein de façons de faire, que les hypothèses sont hyper importantes, que ça dépend aussi des choix moraux ou politiques des modélisateurs et modélisatrices, mais l'ordre de grandeur du prix du carbone, il tombe où ? Ça va de 1 dollar à 1 million de dollars ou c'est plus resserré ? Alors, il y a quand même une dernière petite chose que je voudrais mentionner avant de te montrer ça. Est-ce que ça te parle si je te dis valeur tutélaire du carbone ? Ouf, tutélaire ? Qu'est-ce que c'est encore que ce terme incompréhensible ? Eh bien alors, tutélaire, qui garde sous sa tutelle, qui assure la protection de... La valeur de protection du carbone ? Non, du coup, c'est plutôt la valeur du carbone qui permet de protéger l'économie. Eh ben, tu vois, le nom est mal choisi. Moi, je te le dis tout de suite. On comprend pas. Bon, quoi qu'il en soit, en France, on l'a dit, on a une taxe carbone à 44,60 € la tonne. On participe au marché européen de quota carbone pour l'industrie qui en ce moment est à 92 € la tonne. Et on a aussi une valeur tutélaire du carbone fixée à 119 € la tonne. D'accord, alors qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est un truc qui date des années 2000 et la dernière réévaluation date de 2019 avec le rapport Quinet 2. On a utilisé un modèle coût-efficacité avec un objectif de neutralité carbone en 2050 pour définir une trajectoire de valeur de la tonne d'équivalent carbone. On le voit, pour l'année 2022, une tonne d'équivalent CO2 vaut 119 €. L'idée, c'est d'utiliser cette valeur pour arbitrer entre différents projets.
Tu peux imaginer n'importe quel projet, éolienne, isolation thermique des bâtiments, aménagement urbain, aéroport. À chaque fois, tu estimes si le projet, par rapport à la situation actuelle, émet des gaz à effet de serre ou permet au contraire de réduire les émissions. Si le projet est émetteur, tu dégrades sa rentabilité de ses émissions pondérées par la valeur tutélaire du carbone. Si au contraire le projet permet d'éviter des émissions, eh bien tu augmentes sa rentabilité. Comme les projets sont décidés à la lumière de leur rentabilité supposée, l'idée c'est d'inclure dans le calcul un bonus pour les projets qui réduisent les émissions et un malus pour ceux qui en ajoutent. Ah, pas con. Donc, si je résume, quand l'État cherche à savoir si un projet vaut le coup, il ajoute dans ses calculs de rentabilité espérés la valeur tutélaire du carbone. Comme ça, l'aéroport qui semble rapporter plein de PIB, on le dégage parce qu'en fait, sa rentabilité devient négative si on inclut le coût des émissions. Et l'isolation thermique des bâtiments qui semble coûter hyper cher devient en fait rentable si on compte les émissions évitées. C'est l'idée, oui. Et l'outil est utilisable par tous les acteurs économiques, pas seulement l'État. Les entreprises ou même les particuliers peuvent s'en saisir pour évaluer la rentabilité de leurs investissements. Également, tu vois qu'on a une trajectoire de valeur. On peut se permettre de dépenser jusqu'à 119 € pour une tonne de CO2 ou équivalent évité en 2022. Mais ça grimpe à entre 200 et 300 €, on essaie de tenir compte des incertitudes, pour une tonne évitée en 2030. C'est le principe du coût des investissements. On dit aussi coût d'atténuation, dont on a déjà parlé. Au début, la valeur du carbone est faible, on se débarrasse des émissions les plus faciles à cibler, et puis au fur et à mesure, afin de laisser le temps aux agents de modifier leur comportement, aux entreprises de faire les investissements nécessaires, aux nouvelles technologies d'émerger, eh bien la valeur d'une tonne d'équivalent CO2 augmente dans le but de cibler les émissions toujours plus profondes, toujours plus difficiles à réduire. Ok, mais du coup, c'est fiable ce genre de trajectoire de valeur ? Après tout ce qu'on a dit, voilà, c'est une trajectoire entièrement dépendante des hypothèses faites par les modélisateurs. Voilà. Mais la démarche reste importante parce que ça permet de donner un cap, d'arbitrer les décisions d'investissement. La trajectoire dépend de nombreuses hypothèses qu'il sera toujours possible d'ajuster sur le tas. Si les émissions ne baissent pas assez vite, il faudra revoir à la hausse la trajectoire de valeur et inversement. Également, c'est pas parce que la trajectoire de valeur existe qu'elle est utilisée. A priori, l'État est supposé arbitrer ses choix d'investissement à la lueur de cette valeur tutélaire du carbone. Mais les entreprises et les ménages, ils sont libres de faire comme ils le souhaitent. Dit autrement, la valeur tutélaire du carbone n'est pas contraignante. C'est un indicateur disponible pour qu'ils souhaitent. Ok, ouais, forcément. C'est pas parce que tu as créé un outil que ça veut dire que tout le monde va s'en servir. Bon, alors, 119 € en France en 2022 pour la valeur tutélaire du carbone, là, 44,60 € la taxe, 92 € les quotas carbone. Est-ce qu'on a d'autres experts et expertes qui sont tombés sur d'autres valeurs pour le carbone ? Eh bien, je peux te montrer ce graphique. Celui-ci est tiré d'une étude dans laquelle on a demandé à 445 experts et expertes sélectionnés pour leur publication en lien avec le sujet, le niveau de prix mondial qu'il faudrait adopter pour le carbone. Alors, il y a des subtilités qui expliquent les différentes réponses, je ne rentre pas dans le détail. Mais tu vois que pour l'année 2020, si on sélectionne les prix recueillant au moins 30% d'avis positifs, l'intervalle va de 20 à 70 $, de 40 à 120 $ pour 2030 et de 80 à 200 $ pour 2050. Donc, clairement, si je refais apparaître mon schéma des différents niveaux de tarification et de couverture des émissions, avec seulement 25% des émissions de CO2 mondiales couvertes par un prix et un niveau mondial moyen de 6 $, on est dans la fourchette basse des estimations. Moins de 10% des répondants pensent que cette valeur est suffisante, et encore suffisante pour 100% des émissions, alors que là on n'a que 25% des émissions couvertes. Ok, bon, donc si je résume, il y a des tarifications carbone dans beaucoup de pays, elles sont relativement élevées principalement en Europe, les US et la Chine sont clairement à la traîne, et l'Inde et la Russie sont même pas encore dans le game, et puis on est à 6 ou 7 $ la tonne pour 25% des émissions, alors que les experts nous disent qu'il faudrait plutôt viser 50 $ pour 100% des émissions. Ce qui m'amène à parler d'un point important. On parle de mettre un prix sur les émissions de CO2 dans le but de réduire l'usage des combustibles fossiles. Mais il existe aussi des mécanismes inverses qui réduisent le prix de ces combustibles pour en faciliter l'usage. Ça s'appelle les subventions. Elles peuvent prendre de multiples formes, réduction d'impôts, aide budgétaire, aide à la consommation, chèque énergie, etc. Sans compter l'usage des sols, Our World in Data nous dit qu'on a émis 37 milliards de tonnes de CO2 en 2018. Pour cette même date, le Fonds monétaire international estime que les subventions aux énergies fossiles étaient
au niveau mondial de 337 milliards de dollars, 185 milliards de dollars selon l'Agence internationale de l'énergie. Ça nous donne une subvention moyenne pouvant aller de 5 à 9,2 dollars la tonne de CO2. Sachant que le prix moyen du carbone dans le monde, c'est 5,60 $, ça veut dire qu'il y aurait plus de subventions que de prix à payer. C'est ce qui semblerait, oui. Alors attention, il ne s'agit que d'une moyenne. Tous les États ne sont pas arrangés à la même enseigne. En Europe, par exemple, pour 2,9 milliards de tonnes de CO2 émises, la Cour des comptes nous dit que les subventions aux fossiles totalisaient 56 milliards d'euros en 2019, soit une subvention moyenne de 18,80 € par tonne de CO2. Ah, quand même! C'est 2 fois moins que le prix moyen associé au carbone en Europe, 87 $ couvrant 38% des émissions, donc 33 $. Mais oui, c'est pas négligeable. Après, encore une fois, ce n'est qu'une moyenne. Le site Fossil Fuel Subsidy Tracker donne des données qui semblent plutôt collées à celles du FMI, et grâce à elles, j'ai pu produire ce graphique. En gros, j'ai pris la tarification carbone par pays et j'ai soustrait les subventions aux fossiles. Les pays en négatif subventionnent plus qu'ils ne font payer les émissions, et inversement. Oh, la France! On appelle en positif! C'est ce qui semble, en effet. Après, attention, les données ne sont pas si évidentes à trouver pour l'ensemble du monde et pour toutes les méthodologies. Parce que ce qui compte comme subvention va varier en fonction de celle-ci. On le voit avec les chiffres du FMI et de l'AIE qui ne sont pas du tout les mêmes. Également, le fait de diviser l'ensemble des subventions fossiles par l'ensemble des émissions de CO2 pose problème. Il faudrait détailler par secteur. Quelle subvention pour quel type de combustible? Parce que subventionner le gaz, c'est moins pire que subventionner le charbon. Bon, mais il n'empêche que du point de vue d'un objectif de neutralité carbone, à moins d'avoir des dispositifs géants de capture du CO2, ce qui n'est pas le cas, une subvention fossile, gaz ou charbon reste contre-productive. Je rajoute aussi que depuis la crise énergétique de 2022 et la reprise de l'inflation, les gouvernements du monde entier ont déclenché des mécanismes de subvention aux énergies, ce qui est clairement contre-productif du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique. Autant des aides financières ciblées sont nécessaires pour les plus précaires qui n'ont pas le choix ou pas les moyens de changer leurs usages, autant une subvention pour tous, ça n'a pas vraiment de sens. Ce serait plus efficace de laisser le signal prix transformer les usages des plus aisés. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Tu crois vraiment qu'on va y arriver, toi, à limiter à 2 degrés le réchauffement climatique? Oh alors, faut pas perdre espoir comme ça. Les subventions existent, mais les mécanismes de tarification aussi. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu peux me donner les 2 mécanismes de tarification? Comment on fait pour donner un prix au carbone? On met une taxe. Ok, la taxe. Et la deuxième méthode? Eh ben, je sais pas. Il y a une deuxième méthode? Eh ben oui, le marché de quotas. C'est ce qu'on a en Europe. Ah oui, c'est vrai. Alors à ton avis, marché ou taxe? Quelle différence? Ah bah là, pour moi, c'est assez évident. Taxe égale l'État dirige tout, solution de gauche. Marché égale les entreprises dirigent tout, solution de droite. Ah tiens, c'est marrant que tu le dises parce que c'est une perception qui existe vraiment, chez certains politiques par exemple. Alors que pourtant, c'est pas du tout pertinent de le voir comme ça. L'État ou une institution publique d'une forme ou d'une autre doit nécessairement intervenir dans les 2 solutions, marché ou taxe. La question, c'est de savoir si cette institution va s'intéresser plutôt au prix ou plutôt aux quantités. De quoi? Regarde, d'un côté, on a les entreprises et ou les consommateurs qui, de par leurs usages de combustibles fossiles, émettent du CO2. Sur le marché du carbone, ces acteurs sont demandeurs de droits à polluer. La courbe de la demande concernant ces droits pointe vers le bas. Plus le prix est faible, plus la demande est élevée. On se moque de polluer beaucoup. Plus le prix est important, plus la demande est faible. On réfléchit à 2 fois avant de polluer. Le grand classique en économie pour faire apparaître un prix, c'est de dessiner une courbe de l'offre qui pointe vers le haut. Pourquoi vers le haut? Parce que si le prix de ce qu'on cherche est défini dans un marché en concurrence et si la productivité marginale des facteurs de production est décroissante, alors le coût unitaire de production augmente avec la quantité produite. Dit autrement, plus il faut produire beaucoup, plus le coût moyen de production augmente. J'ai expliqué ça en détail dans d'autres vidéos. Oui, attends. Plus on produit beaucoup de droits à polluer, plus ça coûterait cher de les fabriquer. Ça n'a pas de sens ce truc. Un droit à polluer, c'est juste un permis, un bout de papier, une ligne de code dans un ordinateur. Pourquoi ça coûterait cher d'en produire beaucoup? Et oui, tu as raison. Toute cette histoire, déjà pourtant largement critiquable dans la plupart des cas, n'a plus aucun sens dans le cadre de droit à polluer. Le coût unitaire moyen d'un droit à polluer est nul ou négligeable. Et il n'augmente pas avec la quantité. Donc il n'existe pas de mécanisme
naturel, gros guillemets sur ce terme de naturel, hein, naturel dans le sens de qui, d'après une théorie économique dominante néanmoins critiquable, apparaît tout seul dans une économie de marché. Bref, il n'existe pas de mécanisme naturel pour faire apparaître un prix. Ok, bon, alors, du coup, comment on fait? Eh bien, la puissance publique doit intervenir. Soit elle fixe le prix, taxe, la courbe d'offre prend la forme d'une droite horizontale, la demande se déplace en fonction de la conjoncture, le prix ne bouge pas, par contre, les quantités de CO2 émises, oui. Soit la puissance publique fait l'inverse, elle fixe la quantité, quota. La courbe d'offre prend la forme d'une droite verticale cette fois. Dans ce cas, si la demande bouge, la quantité émise ne change pas, mais le prix, oui. Ok. Soit tu fixes le prix et la quantité bouge, taxe. Soit tu fixes la quantité et c'est le prix qui bouge, marché. Et dans les deux cas, tu as besoin de la puissance publique pour fixer l'un ou l'autre. Ok, ouais. Donc en fait, le marché ressemble à une solution pro-business, mais en fait, elle demande une intervention tout aussi importante de la part de l'État que la solution de la taxe. Du coup, puisque le but c'est de contrôler la quantité de CO2 qu'on émet, mieux vaut fixer la quantité, donc mieux vaut un marché. Ah, j'aurais pas cru que ces mots pourraient sortir de ma bouche. Mieux vaut un marché. Ça fait bizarre. Tu vas voir que la conclusion n'est pas si évidente. Avant d'en discuter, faisons le point sur les méthodes employées par les différents pays. Si je te ressors ma carte du début, on peut faire la différence entre les pays qui ont choisi la taxe carbone, ceux qui ont choisi un marché du carbone et ceux qui ont opté pour un mélange des deux. Tu peux voir que la solution marché du carbone et l'association taxe plus marché dominent assez largement. Ok, ouais, intéressant. Mais alors pourquoi la solution du marché n'est pas choisie par tout le monde? Si le but c'est de limiter les émissions de CO2, c'est bien la solution du marché qui devrait s'appliquer, non? On fixe la quantité de CO2 à émettre et on laisse le prix s'ajuster. En fait, le marché pose problème pour plusieurs raisons. Quand on parle de marché du carbone, on parle d'un marché de quotas. La puissance publique, en fonction de l'objectif d'émission visé, met sur le marché un certain nombre de quotas carbone. Un quota égale 1 tonne de CO2. Et les entreprises ou les particuliers doivent faire correspondre leurs émissions de CO2 à des achats de quotas. Comme sur des marchés financiers, il y a un prix du quota carbone au moment de l'émission. Les particuliers et les entreprises achètent les quotas à la puissance publique lors d'une sorte d'enchère en ligne. Ah, ça ressemble au marché primaire sur les marchés financiers, non? C'est le marché du neuf des quotas. Exactement. Et puis ensuite, les particuliers et entreprises sont libres de s'échanger des quotas entre eux sur un marché de l'occasion. Mais alors, ça voudrait dire que, genre, j'achète des quotas pendant l'émission primaire à l'État, et puis après, je les revends sur le marché secondaire. Mais du coup, j'ai plus de quotas pour ma consommation. Alors, il faut que tu sois en mesure de présenter les quotas correspondant à ta consommation au moment où le régulateur vient vérifier, sinon tu prends une amende. En revanche, on peut imaginer par exemple que tu aies acheté 10 quotas alors que tu n'en avais besoin que de 8. Donc tu peux en revendre 2. Soit tu as mal estimé ta consommation au départ, soit tu spécules. En fait, tu penses que la valeur des quotas va grimper, donc tu en gardes 2 de côté pour plus tard quand le prix sera plus haut. Oh non, on fait des marchés financiers de quotas avec de la spéculation et tout. Bordel, c'est de la connerie, ça va devenir ultra compliqué, impossible à réguler. Les mois au courant vont se faire avoir, à tous les coups ça va tomber sur les plus démunis, là en plus, qui sont déjà bien dans la mouise. Non mais les marchés financiers, c'est bon, on connaît la musique avec cette daube, ça marche pas. Voilà, donc c'est ça le problème. Qui dit marché dit spéculation, complexité, fluctuation des prix, etc. C'est pour ça que d'une manière générale, les marchés de quotas sont appliqués à des entreprises uniquement. Elles brûlent du gaz, du charbon ou du pétrole dans leurs fours et moteurs. On vérifie combien de carburant elles ont acheté. On regarde les spécifications techniques de leurs installations. On en déduit leurs émissions de CO2. On vérifie qu'elles ont bien acheté les quotas correspondants. Pour les particuliers, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Pour qu'ils puissent savoir de combien de quotas ils ont besoin, il faudrait qu'ils sachent exactement combien de CO2 a été émis pour la production des biens et services qu'ils consomment. Il faudrait un double étiquetage, prix et quantité de CO2, avec une double forme de paiement, une carte de paiement en euros et une autre en CO2. Ce sont des idées qui circulent, mais ça n'a encore jamais été mis en place. Et puis, comme tu l'as dit, ça supposerait aussi que les particuliers se connectent à une bourse du CO2 pour acheter des quotas à des prix en constante fluctuation. Ça ferait apparaître des possibilités d'arbitrage entre ceux qui deviennent des pros du trading de quotas versus ceux qui n'ont pas les ressources pour développer une telle maîtrise. Conclusion, ça semble beaucoup plus simple et transparent pour les particuliers d'avoir une taxe carbone. Ouais, ok, voilà, clairement.
Et puis après, j'imagine que tu peux toujours faire grimper ou baisser les montants de la taxe en fonction des émissions de CO2. Si ça continue d'émettre plein de CO2, tu remontes un peu la taxe. Et puis si c'est l'inverse et que vraiment tu pars en crise économique, bon, bah, tu la baisses, quoi. Alors oui, c'est un excellent point. On peut piloter le montant de la taxe pour atteindre les objectifs d'émission de CO2. Mais deux choses. D'abord, un marché est aussi un outil pilotable. On peut piloter la quantité de quotas émise par la puissance publique pour piloter le prix. Si tu te rends compte que la conjoncture économique fait ralentir l'activité, la demande de quotas diminue, le prix diminue aussi, il suffit de retirer une certaine quantité de quotas des enchères pour faire remonter le prix. Et inversement, si l'activité économique accélère très fort, la demande de quotas augmente, leur prix augmente aussi très fort, il est possible de mettre en vente davantage de quotas histoire de calmer le jeu. C'est ce que fait l'Europe depuis 2021. Elle était beaucoup trop généreuse en quota carbone, les prix étaient bas, autour de 10 € la tonne. La Commission a donc fini par mettre en place une réserve permettant d'absorber des quotas en cas de surplus ou de les rendre en cas de manque, afin de piloter les prix. On voit bien l'effet de cette réserve, les prix sont grimpés à 90 € la tonne. Oh, ok. Alors du coup, bonjour la complexité du machin. C'est toujours le problème principal de la solution du marché, la complexité. Mais finalement, marché ou taxe, les deux sont des mécanismes de tarification pilotables. Un marché peut se rapprocher d'une taxe. La puissance publique joue sur les quantités de quotas pour obtenir le prix voulu. Et une taxe peut se rapprocher d'un marché. La puissance publique joue sur le montant de la taxe pour se rapprocher des émissions voulues. Ok, ouais, intéressant. Mais alors, si une taxe peut se piloter comme un marché, mais que la taxe est moins complexe, pourquoi faire un marché? Eh bien parce que la politique, tu l'as dit, un marché, ça sonne de droite, tandis qu'une taxe, ça sonne de gauche. La perception de l'un ou de l'autre par les politiques, par la population et par les entreprises aura un impact sur la solution choisie. Le terme de marché sonne plus pro-business, mais en fait c'est qu'une façade. Un marché de carbone n'a rien à voir avec un vrai marché. À cause du truc de la courbe d'offres, là, qui doit forcément être fixée par la puissance publique, c'est ça? Oui, tout à fait. Un vrai marché, ce sont des entreprises en concurrence qui vendent versus des consommateurs ou d'autres entreprises également en concurrence qui achètent. Un marché carbone, ce sont des entreprises ou des particuliers en concurrence qui achètent et la puissance publique en situation de monopole qui vend. C'est elle seule qui choisit la quantité de quotas à émettre. Oui, ok, forcément. Il n'y a pas du tout de concurrence là-dedans. Donc c'est pas du tout du vrai business. Le terme de marché est trompeur quelque part. Il y a un business financier, il faut organiser les enchères, développer une plateforme de trading, organiser les échanges de seconde main, créer un marché à terme, prévoir une comptabilité des quotas. Tout ça, c'est du business pour des banques ou des acteurs financiers qui savent développer ce genre de technologie. Mais oui, ce n'est malgré tout pas un vrai marché au sens où beaucoup de gens l'entendent. Ok, mais politiquement, si tu dis marché, ça sonne de droite, donc ce sera plus facile à mettre en place pour un gouvernement de droite. Ouais, alors, c'est quand même un peu un raccourci, cette histoire de gauche-droite. En vrai, à chaque fois, il faut aller regarder dans le détail pourquoi un pays ou une région a choisi l'un ou l'autre. Pour le cas européen, par exemple, l'Union européenne n'est pas une union fiscale. La taxation reste la prérogative des États. Donc, si on veut un prix du carbone européen, c'est beaucoup plus simple de passer par un marché. Résultat, l'Europe a créé un marché de quotas. Ah, ouais, tout s'explique. Du coup, ça veut dire qu'on n'aura jamais de prix du carbone européen pour les particuliers, quoi. Vu que pour les particuliers, c'est pas envisageable de passer par un marché et que la taxe reste la prérogative des États. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de taxe carbone européenne sur l'essence, par exemple. Il faudra la taxe française, la taxe allemande, la taxe espagnole, etc., etc. Eh bien en fait non, pas forcément. Il suffirait de faire participer les entreprises qui fournissent les particuliers. Au lieu d'avoir une taxe carbone sur le litre d'essence par exemple, on demanderait aux entreprises qui livrent le carburant d'acheter des quotas carbone. Ah, pas con, c'est la station-service qui achète les quotas pour l'essence qu'elle vend. Et forcément, elle répercute le prix des quotas dans le prix de l'essence. Voilà, on remonte le point de prélèvement le long de la chaîne de valeur. Quand on fait payer le consommateur final, on parle de downstream, l'aval, on taxe au bout de la chaîne de valeur. L'opposé, c'est le point de prélèvement upstream, l'amont. Ça, c'est quand on taxe directement l'usine qui extrait la ressource fossile de l'environnement. Et puis, on peut aussi taxer à de multiples points intermédiaires. On parle de midstream. Ah, là, t'as pas de traduction, Mi-chemin, peut-être qu'on peut dire. Bref, c'est d'ailleurs ce que propose de faire la Commission européenne d'ici 2027-2028 en Europe. Ça va s'appeler ETS2. Les entrepôts de distribution de carburants fossiles, essence et diesel pour les voitures, mais aussi gaz et fioul pour le chauffage des bâtiments, devront acheter des quotas carbone pour l'ensemble du carburant qu'ils mettent sur le marché. Ok, ouais, c'est malin.
Bon, mais dernière chose, il ne faut pas croire que seules comptent les émissions de CO2. Puisque le but c'est de limiter l'impact du réchauffement climatique, on pourrait penser qu'il suffit de fixer un objectif de réduction des émissions et de piloter le mécanisme en fonction de ça. Trop d'émissions par rapport à l'objectif, on monte le prix. Réduction trop rapide des émissions par rapport à l'objectif, on baisse le prix. Sauf que, en réalité, la stabilité de la trajectoire de prix est extrêmement importante. Les entreprises ont besoin de savoir où s'en va le prix pour gérer correctement leur budget d'investissement. Et les particuliers ont aussi besoin de cette stabilité pour leur choix de vie. Autrement dit, les investissements pour décarboner l'économie et les décisions de consommation pour décarboner les usages dépendent beaucoup de l'anticipation et donc de la connaissance de la trajectoire de prix. Que ce soit par le biais d'un marché de quotas très encadré, on ajuste la quantité de quotas pour agir sur le prix, ou par le biais d'une taxe en augmentation au fil du temps, il est important d'avoir une trajectoire de prix stable et connue à l'avance. Ok, ouais, c'est logique. Pour des changements aussi importants que ça, les gens, qu'ils soient dans les entreprises ou que ce soit dans leur vie privée, ont besoin qu'on leur donne un minimum de visibilité, quoi. Et c'est là où il faut faire très attention au rôle des spéculateurs sur les marchés de quotas. D'après un papier récent qui s'intéresse au marché ETS européen, la spéculation y gagne du terrain. On retrouve de plus en plus de hedge funds et autres fonds de gestion sur ce marché de quotas plutôt que des industriels. Or, on a évoqué la conséquence de la spéculation dans cette vieille, oh my god, on avait encore des cheveux, vidéo sur le prix du pétrole. En résumé, l'apport principal de la mise en concurrence de nombreux professionnels de marché, c'est l'impossibilité d'arbitrage. Impossibilité qui se traduit par une incapacité à anticiper les directions de prix. Pour le dire autrement, quand les spéculateurs s'en mêlent, tout ce qui reste, c'est de la volatilité. Des prix qui bougent, parfois lentement, parfois vite, dans tous les sens, sans prendre de direction claire. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on veut. Et oui. Donc d'un côté, l'Europe s'est dotée d'une réserve de quotas dans le but de piloter le prix, mais de l'autre, l'arrivée de toujours plus de spéculateurs, de financiers qui n'ont pas besoin de quotas, qui ne s'y intéressent que pour gagner de l'argent, pose de gros risques en termes de volatilité, donc de prix incontrôlables. Attention au combo explosif, va falloir surveiller ça de près. De toute manière, est-ce que les spéculateurs servent à quelque chose dans ce monde, hein? On se le demande. Ok, bon, que je comprenne bien ce truc des quotas là. L'Europe dit par exemple, cette année on a 125 quotas carbone à vendre. Les industriels, donc on a dit que c'était pas toutes les usines. Non, c'est ça. Pour le moment, ce sont les centrales électriques, les raffineries, les aciéries, tout ce qui n'est pas de l'agriculture, du transport ou du bâtiment, sachant qu'on l'a dit, transport et bâtiment seront inclus en 2027-2028. Ok, donc tous ces industriels doivent, en tenant compte aussi des spéculateurs, acheter les 125 quotas à l'Europe, ce qui leur permet de polluer à hauteur de 125 tonnes de CO2. Mais du coup, l'Europe se retrouve avec des sous qu'elle utilise pour quoi? Ah, bonne question ça. Les revenus s'en vont financer les coûts de fonctionnement du marché, le budget de l'Union, un fonds d'innovation, un autre de modernisation, essentiellement pour les pays de l'Est de l'Europe qui doivent sortir du charbon, coucou la Pologne, et surtout, la majorité des revenus reviennent aux États membres qui sont théoriquement obligés d'allouer au moins la moitié de ces revenus à une forme d'action climatique. Alors je dis théoriquement parce qu'il semble que la transparence sur l'utilisation des fonds ne soit pas toujours des plus poussées, hein, ça dépend des États. Si tu veux en savoir plus, je te conseille ce rapport écrit par un think tank berlinois. Ok, merci du conseil, je te garantis pas que je vais aller lire ça, hein, quand même. Ouais, alors désolé, j'ai pas vraiment le temps de décortiquer tous les rapports qui ont servi à construire cette vidéo, d'autant plus que je voudrais passer un peu de temps sur un autre aspect du marché de quotas carbone européen. En 2021, ont été mis sur le marché 1,3 milliard de quotas carbone, sauf que parmi eux, seulement 58% ont été vendus. Les 42% restants ont été distribués gratuitement. Gratuitement. C'est-à-dire ? Eh bien, tu es une usine de fabrication d'aluminium, tu émets 2 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium produit, ta production est de 100 tonnes cette année, donc tu devras te procurer 200 quotas carbone. Sur ces 200 quotas, on va t'en donner 180 gratuitement. T'en restera que 20 à acheter directement aux enchères, ou alors potentiellement sur le marché secondaire. What? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert de distribuer des quotas gratuitement? Il y a déjà des niches fiscales dans le marché de quotas carbone européen? Voilà, donc on a pour le moment 3 grands types d'industries en Europe qui ont besoin de quotas carbone pour couvrir leurs émissions de CO2. L'aviation intra-européenne, donc pas les vols internationaux, les usines électriques et tout le reste. Voici un tableau qui te montre par secteur et par an la quantité de CO2 émise versus la quantité de quotas reçus gratuitement.
Côté aviation, on leur donnait gratuitement 50% de leurs besoins jusqu'en 2020. Et puis Covid, maintenant on leur en donne beaucoup plus, histoire de les aider à ne pas faire faillite. Côté centrale électrique fossile, alors le vrai terme c'est activité de combustion, mais c'est de la production d'électricité qui domine très largement, donc voilà, j'ai simplifié. Bref, côté centrale électrique fossile donc, on voit bien l'évolution de la manière de procéder en 2013. Il y a eu plusieurs phases dans le développement du marché de quotas carbone européen et 2013 marque le début de la phase 3. Les centrales électriques à gaz, à charbon et fioul doivent désormais sourcer 90% de leurs besoins de quotas sur le marché. En revanche, pour toutes les autres usines, métaux, ciment, raffinerie, céramique, pâte à papier, produits chimiques et j'en passe, elles reçoivent toujours 90% de leurs quotas gratuitement. Pourquoi? À cause du risque de fuite. Des fuites? Des fuites d'émissions de carbone, ouais. Quand tu me parles de fuite de carbone, moi perso, je pense à des proutes. Hein. T'es sérieux? Une blague de prout dans une vidéo sur la tarification carbone? Et c'est pas une blague, c'est une remarque. Tu me parles de fuite de carbone. Voilà, moi je te dis à quoi ça me fait penser. Donc, la fuite de carbone ou carbon leakage, c'est l'usine qui ferme en Europe pour aller s'implanter dans un pays sans prix du carbone, ou avec un prix beaucoup plus bas, pour très certainement émettre encore plus de gaz à effet de serre parce que normes environnementales moins contraignantes et ou électricité produite au charbon. Ah, la fameuse délocalisation. Et oui, autant les usines électriques ne peuvent pas trop s'éloigner du lieu de consommation de ce qu'elles produisent, donc on peut se permettre de leur faire payer le prix fort pour leurs émissions, autant pour toutes les autres usines, il y a un problème évident de compétitivité. Il ne s'agit même pas toujours d'usines qui seraient tentées de fermer pour aller s'implanter ailleurs. Ça pourrait aussi être un concurrent dans un autre pays qui ouvre une nouvelle usine avec des prix inférieurs afin de voler des parts de marché aux industriels européens. Ouais, je vois. À 90 € la tonne de CO2, s'il fallait acheter tous les quotas, la production d'une tonne d'acier coûterait 180 € de plus en Europe que dans un pays sans prix du carbone. Donc plus personne ne voudrait leur acheter leur acier. Les usines européennes fermeraient. Hey. Ah, il faudrait trouver un moyen de taxer aux frontières. Ah bah attends, voilà. Une tonne d'acier arrive de Chine à 500 €. On lui ajoute 180 € de taxes à la frontière. On n'a qu'à arrondir à 200 € même, hein. Pourquoi pas? Comme ça, on favorise un peu nos usines à nous. Et voilà, problème solved. Voilà, donc c'est dans les cartons. Ça s'appelle le MACF, pour Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou SBAM en anglais. SBAM? Ouais, CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Ah bah dans ce cas, ça fait plutôt KBAM. Ouais, c'est vrai. Bon, dans tous les cas, ça reste plus punchy que notre MACF en français. Clairement. Bon, l'idée est assez simple sur le papier. L'Europe a décidé de taxer pleinement l'acier européen pour ses émissions de CO2 à 90 € la tonne. Donc l'acier européen coûte 180 € de plus que les autres. Une tonne d'acier arrive de Chine. On regarde si cet acier a été taxé pour des émissions de CO2 ou pas. On sait que la Chine a un marché de quotas à 9 $. On va dire que 1 $ égale 1 €. On aurait donc 18 € de quota carbone dans une tonne d'acier chinois. Bon, en vrai, ça marche pas comme ça parce que les quotas chinois sont payés que par les centrales électriques. L'industrie de l'acier n'est pas concernée. Mais bref, c'est juste pour l'exemple. On rajoute 162 € de taxes à payer aux frontières de l'UE. Et voilà la tonne d'acier chinoise qui coûte la même chose que la tonne d'acier européenne. Ou en tout cas, s'il y a une différence de prix, c'est pas lié à un prix du carbone qui impacterait négativement la compétitivité des usines européennes. Alléluia. Et tu dis que c'est dans les cartons de l'Union européenne? On va vraiment faire ce truc d'ajustement aux frontières? Ça fait partie du Green Deal européen, oui, c'est prévu pour 2026, avec une phase pilote prévue pour cette année. Ce mécanisme va permettre, de manière graduelle entre 2026 et 2035, d'arrêter de distribuer gratuitement aux industriels une bonne partie des quotas carbone, tout en les dissuadant de délocaliser. C'est d'ailleurs bien ça qu'il faut retenir. Le but du MACF, c'est pas tant de taxer les produits venant du reste du monde afin de les inciter à modifier leur méthode de production, c'est plutôt d'éviter les fuites de carbone. Les industriels n'ont plus de raison de délocaliser et bonus, on peut leur supprimer progressivement leurs quotas gratuits afin qu'ils soient financièrement responsables de l'ensemble de leurs émissions. Ouais, ok, on les empêche de se barrer et on supprime la niche fiscale, quoi. C'est ça. Mais quand même, on peut pas nier que ça devrait avoir un impact sur les autres pays qui font pas partie de l'Union européenne. Si on taxe leurs produits à nos frontières, ça va les inciter à réagir, non? Alors c'est pas impossible. Dans un contexte de volonté générale de réduire les émissions, l'accord de Paris signé en 2015, tout ça, le fait que l'UE mette en place le MACF pourrait bien être la goutte d'eau qui fait basculer d'autres nations. Il semble que la Chine, par exemple, souhaite étendre son marché de quotas afin que celui-ci couvre les industries émettrices qui exportent vers l'Europe.
C'est assez logique. Au lieu de voir les industriels chinois payer une taxe à l'Europe, autant qu'ils paient directement une taxe au gouvernement chinois. Et ben voilà, trop de la balle. Motivation pour les entreprises européennes ou qui exportent vers l'Europe à émettre moins de CO2 pour éviter les quotas à payer, et motivation pour les États non européens à mettre en place chez eux un prix du carbone pour capter les revenus de ce genre de taxe, quoi. D'un autre côté, il y a une autre possibilité. Les pays hors Union européenne vont voir leurs exportations vers l'Europe taxées pour le CO2 contenu dans les produits concernés. Plutôt que de mettre un prix du carbone chez eux aussi et de s'aligner sur les standards européens, pourraient choisir de répondre par une guerre commerciale. Ils pourraient répondre en taxant les produits venant d'Europe. Tu taxes mes produits, et ben je taxe les tiens. Ah, genre, l'acier US est taxé à la frontière de l'UE, donc les US répondent en taxant l'acier de l'UE à ses frontières à elles. Oui, ou les US taxent autre chose qui vient d'Europe, peu importe quoi. Et l'acier fabriqué aux US reste majoritairement non taxé. Bref, à nouveau, le but du mécanisme d'ajustement aux frontières européen, du point de vue de l'action climatique en tout cas, c'est avant tout d'éviter les fuites de carbone. On veut garder captifs les industriels au sein des frontières européennes et les inciter à investir pour réduire leurs émissions. Si on reste sur l'exemple de l'acier, l'ordre de grandeur, c'est que l'Union européenne en produit 140 millions de tonnes par an. En revanche, elle n'en importe que 45 millions de tonnes. On voit bien que le meilleur levier pour l'action climatique, c'est de faire réagir les usines européennes pour les 140 millions de tonnes qu'elles produisent. Donc encore une fois, le but de l'ajustement carbone aux frontières, c'est avant tout, via l'arrêt progressif et partiel de la distribution de quotas gratuits, de rendre l'investissement de décarbonation pertinent pour les industriels européens. Pas de risque de concurrence déloyale venant de l'étranger, pas de possibilité non plus de fuir via les délocalisations. Arrêt progressif et partiel. Qu'est-ce que tu veux dire là? S'il y a un ajustement aux frontières, il n'y a plus besoin de distribuer aucun quota gratuit, on est d'accord? Si, pour au moins deux raisons. Premièrement, le MACF va se déployer graduellement. Dans sa première phase, les secteurs concernés seront ceux du ciment, de l'aluminium, des fertilisants, du fer, de l'acier et de l'électricité. Sur les 568 millions de quotas distribués gratuitement en 2021, ces secteurs en ont touché 339 millions, donc 60%. Donc si la distribution des niveaux d'émissions ne bouge pas trop entre les secteurs d'ici à 2026, ce qu'on n'espère pas, parce que le but c'est que ces secteurs investissent pour diminuer leurs émissions, bref, si ça bouge pas trop, on devrait avoir encore 40% de quotas distribués gratuitement. Sans compter le fait qu'on ne va pas éliminer du jour au lendemain les quotas gratuits pour les industriels concernés. Le plan, c'est de faire ça petit à petit de 2026 à 2034. Voilà, faut prendre son temps, hein. Neutralité carbone en 2050, on est large, il n'y a pas du tout besoin de se presser. Ouh là là, baby steps, baby steps. Eh oui, mais il y a des emplois derrière, des intérêts financiers. Bon bref, deuxième raison pour laquelle il est prévu de continuer de distribuer des quotas gratuits pendant un moment, c'est le problème des exportations. Parce que oui, les fuites de carbone arrivent dans les deux sens. Soit ce sont les produits importés qui coûtent moins cher que les produits fabriqués chez nous, les entreprises locales sont lésées, soit ce sont les produits fabriqués chez nous et qu'on exporte qui coûtent plus cher à l'étranger. Ici aussi, ce sont les entreprises de chez nous qui sont lésées. Ah, bah oui, la tonne d'acier avec 180 € de prix du carbone dedans ne se vend pas à l'étranger parce que chez eux, ils fabriquent sans avoir de prix sur le carbone. Ou alors ils importent d'un pays où il n'y a pas de prix sur le carbone. Et ben voilà, la mondialisation encore, merci. Pour les exportations donc, soit on laisse les entreprises européennes exportatrices perdre en compétitivité, soit on parvient à convaincre les principaux pays importateurs de produits européens de mettre un prix du carbone chez eux aussi, avec du coup un ajustement aux frontières pour les pays qui eux n'en ont pas, soit on garde des quotas gratuits à distribuer aux entreprises exportatrices. Ouais. Bon. Alors, il faut bien comprendre que ce mécanisme d'ajustement aux frontières va être une véritable usine à gaz. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a une toute petite institution internationale qui s'appelle l'Organisation mondiale du commerce, qui régule la manière dont ses membres ont le droit de taxer les importations. Et le principal problème avec l'OMC, c'est que c'est un très vieux machin. Je vais ici directement citer Sabrina Robert, autrice du papier que j'ai utilisé comme référence pour cette partie. Voilà ce qu'elle écrit. L'examen de la compatibilité du MACF européen avec le droit de l'OMC revient fondamentalement à apprécier la conformité d'un projet normatif de 2021 avec des règles posées en 1947, elles-mêmes héritées de traités commerciaux antérieurs à l'adoption du GATT.
Il n'est donc pas surprenant d'identifier des contradictions irréductibles. Le GATT? L'ancêtre de l'OMC, le General Agreement on Tariffs and Trade. Ah, mais oui, les cours d'histoire géo qui me reviennent. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu veux me dire, c'est que l'OMC est fait de vieilles règles qui ont 80 ans. Le mécanisme d'ajustement carbone, lui, c'est un truc tout nouveau fait pour lutter contre une menace impensée à l'époque de la création des règles du commerce international. Donc, ça clash. C'est exactement ça. L'OMC a pour but de promouvoir le libre-échange et de lutter contre le protectionnisme. Donc, la seule question que sait se poser l'OMC, c'est est-ce qu'un mécanisme d'ajustement carbone, c'est du protectionnisme, oui ou non? Donc, par exemple, il y a une clause de non-discrimination. Si les entreprises doivent payer pour le CO2 émis, il faut que toutes les entreprises, celles qui sont implantées sur le territoire européen et celles qui y exportent des marchandises, paient le même prix. Sinon, on pourrait imaginer un prix payé plus faible pour les entreprises nationales, ce qui serait une forme de protectionnisme. Ok, ouais, genre 20% de taxes sur les produits étrangers, mais seulement 18% sur les produits locaux. Voilà, sauf que le prix des émissions de CO2 en Europe est lié au système ETS, le marché de quotas carbone. Mais le prix de ces quotas varie constamment et les industriels peuvent les acheter un peu quand ils le souhaitent. Ils sont contrôlés une fois par an pour leurs émissions et doivent présenter le bon nombre de quotas à ce moment-là. Mais les quotas peuvent avoir été achetés la veille ou 6 mois à l'avance ou comme ils veulent. Ah merde! Donc tu as autant de prix du CO2 que d'entreprises. Parce que ça dépend de la stratégie utilisée pour acquérir les quotas. Soit acheter à l'avance uniquement les mardis matins entre 8h et 9h, soit acheter uniquement les jours de pleine lune, soit etc. etc. Donc quoi qu'il arrive, le prix de la tonne de CO2 qu'on va faire payer aux entreprises qui exportent vers l'Europe ne pourra jamais correspondre exactement au prix payé par les entreprises européennes. Donc le MACF est attaquable du point de vue du principe de non-discrimination. Ok, ouais, c'est la merde, effectivement. Bon, cette histoire de principe de non-discrimination n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'article de Sabrina Robert est en description, je t'encourage à le lire si tu veux en savoir plus. L'essentiel, c'est de retenir que, même si évidemment les créateurs et créatrices du MACF européen ont essayé de coller au mieux au principe de l'OMC, il n'est pas certain que l'Europe ne se retrouve pas en contentieux avec différents États qui pourraient réclamer des compensations pour cause de non-respect de telle ou telle clause. D'accord, mais au moins c'est pas bloquant. Au pire, on respecte pas une clause et quoi? On paye une amende? Oui, c'est ça. Après, le fonctionnement de l'OMC est aussi très politique. Se lancer dans le règlement d'un différend avec un gros player comme l'Europe, c'est pas anodin. Il y a des histoires d'alliances, il existe 1001 moyens de faire pression sur les États membres de cette organisation. Si tu m'attaques sur ça, moi et mes potes, on t'attaque sur ça. Tu vois l'idée. Bon, ça dépasse de très loin mon domaine d'expertise, donc je préfère en rester là. Juste, sois au courant que cette histoire d'OMC peut ressortir avec la mise en place du MACF. Ok. Bon, ça finit sur une note d'espoir quand même. L'Europe fait des trucs, c'est bien. Alors, ça y est, c'est le moment de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. Première idée. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, protoxyde d'azote, méthane et CO2. Cependant, le dernier se prête davantage au principe de tarification. C'est une histoire de mesure et d'allocation des émissions à des acteurs spécifiques. Ça suppose que les émissions de l'agriculture, principalement faites de protoxyde d'azote et de méthane, échappent encore à la tarification. De nombreux pays ou régions ont déjà mis en place une forme de tarification du CO2. Cela dit, bien souvent, celle-ci ne concerne que quelques secteurs d'activité, si bien qu'une bonne partie des émissions y échappent. En France, par exemple, seulement 55% des émissions de CO2 ont un prix. Au niveau mondial, 25% des émissions sont tarifiées et le prix moyen est de 5,6 $ la tonne. Pour te donner une idée, les experts du sujet estimaient que pour 2020, le prix mondial du carbone aurait dû se situer quelque part autour de 50-60 $ pour 100% des émissions. De plus, il existe des subventions carbone qui prennent la forme de chèques énergie, de réduction de taxes, d'aides à l'investissement ou autres. Mesurer le niveau de ces subventions est compliqué, les informations sont parfois difficiles à obtenir. Cela dit, il est très clair que certains pays subventionnent immensément plus que d'autres. Le niveau de subvention moyen en Europe, c'est 19 $ par tonne de CO2 contre une tarification à 33 $. Il y a deux méthodes qui permettent de trouver le juste prix du carbone. La première s'appelle coût-efficacité. On commence par se fixer un objectif de réchauffement climatique et donc un budget d'émissions, puis on cherche à trouver le scénario permettant la dépense la plus efficace de ce budget.
Alors, plusieurs indicateurs peuvent servir à définir ce qui nous semble efficace. Cela dit, le PIB va rester un indicateur important. Pour chacun des scénarios, on va donc chercher à calculer le PIB sacrifié sur l'autel des investissements nécessaires à la réduction des émissions par rapport à une trajectoire de référence. C'est à partir de ce montant de PIB sacrifié, divisé par les émissions de CO2, qu'on trouve le prix du carbone. La deuxième méthode fait intervenir, en plus du PIB sacrifié par les investissements, une fonction de dommage du réchauffement climatique sur l'activité économique. La recherche de l'égalité des deux montants, PIB sacrifié et PIB détruit par le réchauffement climatique si on n'avait rien fait, nous donne le prix du carbone et le niveau de réchauffement climatique idéal, ou rationnel. Cette approche est beaucoup plus critiquée que la précédente car elle laisse beaucoup moins de place aux choix moraux et politiques. Elle suppose que tous les enjeux seraient mesurables en valeur monétaire. La principale critique de ces approches par le prix du carbone est liée à la notion de justice. Comment intégrer dans le calcul les inégalités, riches versus pauvres, régions très touchées versus plus épargnées, conséquences néfastes du réchauffement climatique qui, parce qu'elles s'accélèrent, toucheront de manière plus intense les enfants de demain que les adultes d'aujourd'hui. Si cette critique est évidemment pertinente et importante, il n'empêche que notre monde financiarisé aura probablement beaucoup de mal à déclencher une action pertinente sans une contrainte de rentabilité. Ça signifie néanmoins pas qu'un prix du carbone soit suffisant. Le consensus est assez clair chez les spécialistes. Il faudra utiliser tous les outils à notre disposition. La tarification du carbone, même s'il est l'un des plus importants, n'est qu'un outil parmi d'autres. Quelle que soit la méthode utilisée pour définir le prix du carbone, il faut voir cette valeur comme une donnée ajustable. Si le changement est trop lent, le prix peut être monté et inversement si la dégradation économique est trop importante. Attention toutefois, la stabilité de la trajectoire de prix est une notion hyper importante pour que les acteurs, ménages et entreprises, puissent se projeter et ajuster leur comportement. Il existe principalement deux manières d'imposer un prix du carbone à l'économie. La taxe, les autorités fixent un prix, et le marché de quotas, les autorités fixent une quantité d'émissions maximale. Si l'approche de la taxe est plus simple et plus transparente, la méthode du marché est souvent préférée pour des raisons politiques. Plus facile à faire accepter, plus facile à intégrer aux institutions déjà en place, plus facile à ajuster aussi via la distribution de quotas gratuits. La conformité avec les institutions est la raison qui a poussé l'Europe à adopter un marché de quotas carbone. Celui-ci se limite pour le moment à l'industrie lourde, à l'aviation intra-européenne et aux centrales électriques fossiles, mais il est prévu de l'étendre en 2027 aux émissions des transports et du chauffage des bâtiments. Les entreprises responsables de la vente des carburants fossiles dans ces deux secteurs seront alors obligées d'acheter des quotas carbone. Pour les trois secteurs actuellement concernés par le marché de quotas, seul le dernier paie pour l'ensemble de ces émissions. En effet, le risque de délocalisation et de concurrence déloyale, on parle de carbone leakage ou fuite de carbone, est trop important pour l'industrie. Les faire payer pleinement pour leurs émissions les inciterait à transférer leurs usines dans des régions non taxées. C'est pourquoi de nombreux quotas sont encore distribués gratuitement aux industriels en Europe. La solution de long terme au carbone leakage, et donc à la distribution de quotas gratuits, c'est un prix mondial du carbone. Plus de fuite possible puisque tous les États auraient mis en place un prix unique du carbone. On parle de club climat. Mais c'est pas demain la veille. La solution de court terme prend la forme d'un mécanisme d'ajustement aux frontières. Les marchandises concurrentes importées sont taxées en fonction des émissions qui ont servi à leur fabrication. Ce genre de mécanisme est très complexe à mettre en place car les données à collecter sont nombreuses et également parce que l'OMC a été conçu pour défendre la libre circulation des marchandises, donc éviter les taxes aux frontières. Cela dit, l'Europe, pionnière en la matière, a prévu de mettre en place un MACF d'ici 2026. Je conclus en rappelant à nouveau qu'une tarification du carbone n'est qu'un outil parmi d'autres pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et donc contre le réchauffement climatique. Un outil puissant et important, mais qui ne se suffit pas à lui-même. Je voudrais également dire que le réchauffement climatique n'est pas le seul enjeu environnemental. Biodiversité, pollution diverse, raréfaction des ressources, il y a beaucoup à faire pour faire transiter nos économies vers des systèmes adaptés aux réalités environnementales. On aura l'occasion d'en reparler.